Bon, je vais pas être aussi technique que mon collègue. Hein. Je vais juste témoigner, bon, moi, de mon électrosensibilité, mais aussi je parle au nom des électro-hypersensibles qui, eux, vivent un petit peu en marge de la société, ne peuvent pas aller n'importe où et se confronter aux pollutions électromagnétiques des villes et des villages. Donc, le mot électrosensible, je l'ai découvert très tard, en 2011, fin 2011, mais avant, j'ai toujours eu conscience de ne pas m'entendre avec les appareils électriques. J'ai toujours dit à ma famille que bon, les appareils électroménagers, les aspirateurs, les moulinettes, tout ça, c'était pas pour moi. Un peu, mais pas trop, parce que ça me laissait une espèce de persistance, d'impression d'être électrifié. Un petit peu comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ronds pendant un moment. Et moi, j'avais cette même impression. Donc, je les regardais de loin, les appareils électriques. Juste, je les utilisais quand j'étais obligée. Et ce dont je ne me suis pas méfiée, c'est qu'au fur et à mesure du travail, surtout à la fin des années 90 et au début des années 2000, donc il y a les ordinateurs qui sont arrivés dans les bureaux, mais comme il n'y a pas de bruit de moteur, je n'ai pas fait attention, ça pouvait être dangereux pour moi. Et puis il y a les antennes relais qui se mettaient autour sur les toits. Et puis moi je travaillais, il y avait 3 étages de très gros services, genre inspection du travail, URSAF, service sanitaire qui était en dessous. Je dormais face à une antenne radio de la ville, mais aussi qui commençait à se peupler d'antennes relais. Donc j'ai pas prêté attention que tout ça pouvait être pas bon pour moi. Jusqu'au jour où j'ai eu un cancer des rayons. Donc quand je suis revenue au travail, j'avais la forme, j'étais contente, je m'en tirais bien. Et puis pendant un an, j'ai pas pu dormir. J'étais complètement insomniaque, rien n'arrivait à me faire dormir, et j'avais le sentiment d'avoir les jambes électrifiées. Alors mon lieu de bureau avait changé entre-temps. J'étais au rez-de-chaussée de la préfecture, c'est-à-dire sous les bureaux du préfet. Et quand j'étais debout devant l'ordinateur central, je sentais l'électricité monter dans les jambes. Donc j'amenais mes collègues devant l'ordinateur central, je leur disais mais mettez-vous là, vous allez voir, on sent l'électricité. Et ils me regardaient d'un œil un petit peu moqueur en me disant mais bon, nous on sent rien, qu'est-ce qu'elle a quoi. Mais bon, un an sans dormir après un cancer, ça ne le fait pas, donc finalement j'ai été mise en incapacité jusqu'à la retraite. Et donc, une fois sortie des bureaux, j'allais nettement mieux. Enfin, j'ai commencé à me reposer. Ça a pris du temps, mais je me suis reposée. Et puis, 3 ans après, on m'a proposé une mission. Alors, cette mission, elle consistait à aller se promener dans le Cantal et observer les paysages et le patrimoine. Et puis, donc là, ça allait. Bon, c'était un peu fatigant, mais bon, ça allait. Et quand il a fallu rentrer les données dans l'ordinateur et passer 10 heures devant 8-10 heures devant l'ordinateur pour entrer les données, là, tous les symptômes sont revenus. Donc, là, j'ai commencé à comprendre que bon, j'étais un petit peu allergique aux ordinateurs. Ce que je ne savais pas, c'est que le bureau dans lequel je travaillais, il y avait tout le dispositif orange dans les câbles et l'antenne relais planquée dans une cheminée sur les toits. Et donc ça, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, parce que quand Orange est venu changer ses dispositifs, il a mis une grue, et puis on a vu la cheminée qui s'ouvrait avec une porte. Donc là, on a compris que l'antenne relais. On savait qu'il y avait une antenne relais dans le secteur, parce qu'on l'avait vu sur la cartographie des antennes relais, mais on se disait, c'est pas possible, on n'en voit pas, on voit rien, mais bon, c'est vrai que cette cheminée faisait cheminée en carton-pâte, quoi. Donc, avant cet épisode-là, moi j'avais une hygiène par rapport aux appareils électriques, mais là, du coup, j'ai eu une hygiène par rapport aux ordinateurs. Soit je laissais le travail aux autres, soit j'en faisais 1 heure par jour ou 2 heures par jour, et surtout pas le soir pour pouvoir dormir. Ensuite, le mot électrosensible, je l'ai découvert quand je connaissais toujours pas le mot électrosensible à ce moment-là. C'était en 2008-2009.
Et en 2011, j'ai eu l'occasion de fréquenter quelqu'un qui était électro-hypersensible, qui s'était fait vraiment griller la cervelle avec une antenne relais à 40 mètres de son logement. Donc là, j'ai découvert vraiment ce que c'était que cette pathologie, j'ai découvert le mot, et puis j'ai commencé à rentrer dans cet univers des électro-hypersensibles, qui est très douloureux, parce que ce sont des gens qui ne savent plus où se mettre et qui savent de moins en moins, qui ont de moins en moins de lieux pour vivre et pour habiter. Donc j'ai découvert des gens qui vivaient dans des gîtes l'hiver et dans des caravanes l'été, avec toute la famille. Des gens qui sont obligés de se séparer de leur environnement social parce que certains ne veulent pas couper la Wi-Fi, d'autres n'y croient pas, donc ils se sentent un petit peu regardés comme des fous, quoi. Ils ne sont pas trop aidés sur le plan médical, donc je reparlerai du professeur Belpomme tout à l'heure qui est heureusement là pour les accueillir, mais d'une façon générale, jusqu'à présent les médecins étaient, carrément rigolaient de les envoyer balader en rigolant. Maintenant, ça y est, les médecins commencent à s'ouvrir un petit peu. Donc voilà. Donc actuellement, on en est. Alors les explications sur l'électrosensibilité, on peut avancer des hypothèses, mais bon, on se rend compte maintenant que les études commencent juste à être programmées. Du moins les études crédibles pour le ministère de la Santé. Donc il y a plusieurs hypothèses. D'abord, on n'est peut-être pas tous égaux devant l'électrosensibilité parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes particules de magnétite dans le corps. D'autre part, sont pointées du doigt les intoxications avec les métaux lourds, dont un scandale qui n'est jamais sorti, qui est celui des métaux lourds dans la bouche avec les mercures et les plombs et le mercure. Actuellement, les études sont... Donc, actuellement, le ministère de la Santé, enfin l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et de la santé, commence à programmer à mettre en place un protocole d'études scientifiques pour essayer d'y voir plus clair sur cette question et commencer à prendre le problème en main. Je vous ai mis un petit flyer là, qui est la reproduction d'un appel des médecins professionnels de santé qui a été lancé en 2016 à l'Assemblée nationale et qui reprenait une alerte qui avait été lancée par des médecins allemands en 2002. Donc ça fait un moment qu'il y a des médecins qui sont alertés par ce problème et qui constatent que dans les symptômes, de toute évidence, il y a des symptômes qui arrivent avec toutes ces nouvelles technologies et que c'est très lié. Et que ces symptômes, ils connaissent plusieurs degrés, qu'il peut y avoir des maux de tête, des acouphènes, des insomnies, enfin des petits dérangements, comme ça de façon récurrente, et puis tout d'un coup ça s'installe, ça c'est le deuxième stade, et le troisième stade ça peut être carrément la démence, les troubles cognitifs, etc., les maladies genre Alzheimer. Donc il demande au gouvernement de prendre une bonne fois pour toutes ce problème au sérieux et de commencer à faire des études, et des études sérieuses, suivies, etc. Le problème En fait, ce que demandent les électrosensibles, d'abord, c'est en dehors du fait qu'on réclame toutes ces études pour que les médecins puissent s'appuyer sur des choses fiables pour répondre à leurs patients, parce que pour le moment, la seule chose que les médecins disent aux patients, c'est aller en zone blanche. Sortez, quittez votre travail, quittez votre maison, partez, allez vivre ailleurs. Donc, il est bien évident que ce n'est pas toujours facile à faire. Mais ils n'ont aucune proposition de soins. Ce n'est pas la peine de prendre des médicaments contre la migraine, puisque de toute façon, c'est les champs électromagnétiques qui vous provoquent la migraine, ou
ou les insomnies, ou les éruptions cutanées, ou les œdèmes, ou les fibromalgies. Donc on ne peut pas faire de soins symptomatiques comme ça. Donc là, ce qui est demandé d'abord, c'est d'abaisser les seuils, c'est de mettre de l'ordre dans le brouillard électromagnétique qui augmente, d'abaisser les seuils, de prendre en considération les émissions soi-disant très faibles, mais en continu et à très long terme, et puis en plus qui se cumulent avec d'autres. Donc c'est tous les phénomènes de cumul. Donc il y a un énorme travail à faire. Et pendant ce temps-là, il y a des gens en souffrance. Donc ce qui est demandé, ce qui a été décidé récemment, c'est de prendre aussi en compte tout l'aspect psychologique et social de ces gens. De prendre en charge la formation des médecins et la formation de tous les personnels médicaux, de commencer à faire des coordinations aussi entre les médecins, les services sociaux, etc. De créer des lieux pour recevoir ces gens en urgence. Parce que moi j'ai connu le cas d'une personne, on ne savait plus où la mettre. On l'a mise pendant 4 mois dans une caravane débranchée au fond d'une combe. Elle ne supportait même pas qu'on les branche au frigo. Donc c'est vraiment un problème naissant. Alors en plus, il y a tous ceux qui s'ignorent, qui sont électrosensibles et qui s'ignorent. Ils ont des fibromalgies, ils ne savent pas pourquoi, mais peut-être qu'ils sont électrosensibles. Les fameux enfants hyperactifs dont on parle tant, il faut savoir qu'un des symptômes, c'est surtout au stade 2, là, quand ça commence à devenir un petit peu plus important, c'est un problème de concentration. Donc les enfants qui sont hyperactifs sont des enfants qui ne peuvent pas se concentrer. Il faut des fois se poser la question si par exemple ils n'ont pas pris un peu trop de coups de wifi ou d'autres choses. Voilà. Moi je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le plan médical parce que je ne suis pas médecin et c'est très complexe. Et quand on lit, moi je lis le rapport, pour ceux que ça intéresse, il faut vous abonner à Prière-Thème, qui est une association qui pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques. Donc on voit bien la dernière lettre qu'ils ont faite, le numéro 37, c'est sur toute l'analyse l'analyse de ces phénomènes d'électrosensibilité. Et la prochaine lettre, ce sera sur les remèdes apportés à ça. Mais quand on voit où en est la recherche là-dessus, on est vraiment balbutiante d'aller au début. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens comme le professeur Belpomme, qui a depuis plusieurs années accueille tous les électro-hypersensibles et lui a mis au point un protocole non pas de soins, mais de diagnostic. C'est-à-dire avec des électroencéphalogrammes et des tests de stress cellulaire. Mais c'est une tentative de diagnostic. Donc il manque énormément de recherche sur la question pour développer les diagnostics. Voilà. Donc on est très inquiet. On est d'autant plus inquiet que les personnes les plus sensibles, ce sont les enfants, parce que leurs organes ne sont pas achevés. Donc eux sont très très sensibles au brouillard électromagnétique. Alors, même, il n'y a pas besoin d'être très calé en médecine pour comprendre quand même que tout le vivant est fondé sur des échanges électriques. Je veux dire, si le cœur bat, c'est qu'il y a des phénomènes électriques. Si les cellules échangent, c'est qu'il y a des phénomènes électriques. Quand il n'y a plus de phénomène électrique, ça s'appelle la mort. Voilà. Donc c'est quand même étonnant que sur le plan médical, on ne se soit pas intéressé plutôt à ces phénomènes.